Bonjour, mesdames et messieurs. Je tiens avant tout à vous remercier de m'avoir invité à participer à un événement aussi intéressant, d'autant plus que dans l'Institut de la médecine de travail, comme présenté ici, dans ce bâtiment, nous effectuons des analyses depuis des lustres sur l'impact des champs électromagnétiques sur la santé des travailleurs. Mais vu que cette exposition est plus élargie et concerne non seulement les travailleurs, mais l'ensemble de la population, nous avons élargi ces analyses en y ajoutant des études environnementales et nous cherchons à évaluer l'impact des champs électromagnétiques sur les différents organes de l'homme. Nous avons fait une méta-analyse portant sur les tumeurs intracrâniennes. Ce n'est pas nous qui faisons ces analyses, et ces analyses en général n'ont pas encore été effectuées en Pologne. Ma revue ne concernera que des études étrangères. Veuillez noter que les champs électromagnétiques émis par les téléphones cellulaires n'est qu'une section de ces fréquences auxquelles nous avons affaire. Aux États-Unis, ça va entre 850 et 1900, en Europe entre 900 et 1800 et le réseau analogique qui n'existe plus mais dont les retombées sont toujours sensibles et de 450 MHz. Vu que le phénomène est très populaire, il suscite de plus en plus d'intérêt et de plus en plus d'inquiétude de la part de la société. L'action des champs électromagnétiques nous est connue depuis longtemps, mais maintenant cet impact est très spécifique. Le champ électromagnétique opère très près des structures cérébrales. C'est complètement différent que l'exposition professionnelle où la source était très éloignée. Ici, au contraire, le contact est très proche et souvent direct. En conséquence, des inquiétudes se sont manifestées et les études ont été lancées pour expliquer les phénomènes. Le premier signal sur la nocivité du phénomène, la nocivité de l'action du champ électromagnétique, provient des États-Unis. En 1992, M. Renard a saisi la justice en plaidant que le tumeur de sa femme provenait de l'usage d'un portable. Cela provoquait des études multidirectionnelles. Il s'agit d'examens d'études sur les animaux, études moléculaires chez les hommes aussi, de type expérimental et épidémiologique. Je ne veux pas parler de ces analyses, tel n'est pas l'objet de mon intervention aujourd'hui. On va s'occuper d'une étude, l'étude épidémiologique, qui sont considérées, veuillez m'excuser, si j'utilise un langage trop vulgaire, populaire, mais certains d'entre nous ne sont pas experts. Les études épidémiologiques ne concernent pas les mécanismes, mais les grands groupes de personnes et les observations sur les causes éventuelles et sur les conséquences de l'action d'un facteur donné, en l'occurrence les champs électromagnétiques. Et ce sont des études transversales. Nous observons une population ou une fraction de cette population et nous cherchons d'en tirer des conclusions. L'étude de 4 mois est plus précise. On examine une conséquence chez les personnes exposées et chez celles qui ne l'ont pas été. Et nous comparons les études des cohortes. Nous choisissons une cohorte d'enfants pour les observer. On observe rétrospectivement
la situation d'un temps et les retombées ou de manière prospective. Follow-up en anglais. C'est la meilleure façon d'étudier. On commence à étudier une personne ou un groupe avant que le facteur qui nous intéresse se mette à opérer, à fonctionner, et nous suivons également le développement de la situation, le développement de la personne concernée. Quel est l'impact des champs électromagnétiques sur le plan du cancer? Nous avons affaire à 3 types de causes. Tout d'abord, génétique. Il peut s'agir de la création d'un cancer, il peut s'agir d'accélérer un cancer et il peut s'agir d'un processus de rémission. C'est également très risqué, très nocif. Notre organisme étant doté de mécanismes de protection, de défense, si cette défense est stoppée, l'organisme reste sans défense. On a analysé les gliomes, les méningiomes, tous les tumeurs, tous les cancers du cerveau, les cancers de la glande salivaire, les schwannomas vestibulaires, le neurinome du nerf facial et le mélanome de la choroïde. Certaines analyses ne portaient pas sur tous les cancers, d'où cette distinction. Veuillez noter. Voilà des résultats préliminaires des études antérieures pour vous montrer qu'à vrai dire, ils ne sont pas univoques. L'objet des analyses était différent, les types de cancers étudiés étaient différents. Le risque de développement suite à l'exposition à la téléphonie cellulaire. Numéro 1. Ici, le risque correspond au risque de la population générale. Plus le risque est élevé, plus on est inquiet, on est certain qu'un cancer donné provient de l'exposition au champ magnétique. Certaines études confirment cette thèse, les autres la remettent en question. Le risque est plus petit que chez la population générale. Quelles peuvent être les causes de cette dispersion des résultats? Une des études les plus importantes effectuée en Europe est portée sur l'ensemble du monde avec des partenaires de 13 pays. Il s'agit de l'étude Interphone, sponsorisée dans une grande mesure par les fonds européens. On l'a considérée comme tout à fait objectif. Dans la plupart des résultats publiés pendant quelques ans, on a obtenu des résultats négatifs. On n'avait pas démontré l'impact, le lien entre l'impact de l'utilisation du portable sur les maladies en question. Ces derniers temps, on dit que ces risques étaient sous-estimés d'au moins 25%. De plus, il s'est avéré que l'étape finale, l'analyse des échantillons était sponsorisée dans une grande mesure par les opérateurs de la téléphonie mobile, d'où ces résultats. Ça peut être une cause plausible de ces résultats. Quelles étaient les causes objectives à l'origine d'une telle situation dans laquelle il était impossible de trancher entre les causes et les effets? Pour admettre que le téléphone portable est une cause ou la cause d'un cancer, afin de le constater, il faut bien évaluer l'exposition, tandis que dans ces études, l'évaluation de l'exposition était très limitée. L'utilisation d'un portable était probable ou certain. Ce n'était pas précisé. Par exemple, on précisait
que le sujet possédait un forfait de téléphonie mobile. Peut-être il le possédait, mais ne l'utilisait pas. C'était l'interview avec un malade ou une malade qui servait de base pour évaluer l'exposition. Il était difficile d'obtenir de réponses précises. Si quelqu'un nous demande combien de temps nous utilisons nos portables par jour, difficile à répondre. Nous pouvons dire donc que l'évaluation de l'exposition était un maillon très faible de cette étude. On divisait entre les utilisateurs de téléphones analogiques et digitaux. Mais les utilisateurs de téléphones digitaux utilisaient à l'époque des téléphones analogiques. Peut-être les retombées sont encore sensibles. Les utilisateurs utilisant des téléphones sans fil étaient classés comme personnes qui n'utilisaient pas de téléphone portable et étaient intégrés dans le groupe de contrôle. Dans d'autres cas, ils étaient considérés comme personnes exposées. On classait utilisateurs usagers réguliers, les personnes utilisant un portable au moins une fois par semaine ou au moins depuis 6 mois. C'est une exposition, disons le minimum. La période de latence était très brève dans les premières études. Entre l'action du facteur jusqu'au début du processus de cancer, jusqu'au constat de l'existence d'un cancer. À peine quelques années entre ces deux moments. Tandis que le développement d'un cancer prend 20 ans. Si l'on compare les personnes qui utilisent leur portable depuis 5 ans, les résultats risquent d'être nuls. Mais dans les années à venir, ce résultat peut être déjà visible. En outre, ces études ont été limitées, appauvries par le fait que les cancers, les tumeurs intracrâniennes, M. Belpomme peut le dire aussi, dans la population générale, ces tumeurs ne sont pas si nombreux. Les études effectuées s'effectuent sur des échantillons très faibles, très peu nombreux. Ce n'est pas convaincant pour les législateurs, par exemple. Pour eux, ce n'est pas une preuve. Cela dit, une méthode scientifique qui nous permet de recueillir un groupe plus large est la méta-analyse. C'est une méthode statistique. Dans cette méthode, on collecte des données de nombreuses études concernant le même sujet. On cherche à trouver des points communs et à créer une grande cohorte de patients décrits en France, Angleterre, Pologne et dans d'autres pays. Grâce à cela, nous obtenons un large groupe de personnes observées et cela permet de crédibiliser les résultats obtenus. Avant de nous lancer dans cette analyse, il y en avait 5 autres méta-analyses qui n'ont pas abouti à des résultats concluants. C'est intéressant parce qu'on est censé penser qu'une telle méta-analyse devrait aboutir à quelque chose, sur quelque chose. Nous avons donc lancé une nouvelle méta-analyse. Quels étaient les critères d'inclusion pour les études que nous avons considérées? En anglais, l'anglais comme la langue, des études originales 4 mois. Parfois, on avait pris en compte des études des cohortes, mais nous, on s'est limité uniquement aux études ou à des études 4 mois dans la presse réputée, ce qui garantissait la qualité recherchée de ces analyses. Le risque était limité. Dans certaines études, le risque n'était pas précisé.
et ne pouvait pas être inclus dans l'analyse. L'évaluation de l'exposition au champ magnétique était également faible, n'était pas suffisamment convaincant. Nous avons donc inclus 23 études. Et veuillez noter les populations, plus de 26 000 cas de cancer, de tumeurs intracrâniennes et plus de 50 000 de personnes du groupe de contrôle. Quelles étaient les méthodes d'analyse? C'était les patients déjà avérés, avec un cancer déjà avéré. On évaluait également de manière estimative l'exposition. On examinait, on évaluait également les personnes sans cancer avec l'évaluation de l'exposition. On a pris en compte tous les cancers déjà évoqués. Et nous avons analysé les interdépendances suivantes, tous les types de cancers et l'usage de portables, quel que soit le type de téléphone portable, tous les types de cancers et les téléphones analogiques seulement, les gliomes et à l'utilisation de téléphones portables, quel qu'en soit le type, les méningiomes, pour ceux qui ne s'en occupent pas, le gliome est maligne, le méningiome est bénigne. C'est pour cela qu'on a introduit cette distinction, vu les résultats provoqués par le dépathologie, le nérinome acoustique et l'utilisation, tous les types de cancers et l'utilisation de portables, quel qu'en soit le type, mais avec la précision de la période d'utilisation 10 ans ou plus. Tous les types de cancers et l'utilisation des portables, quel qu'en soit le temps, mais moins de 10 ans, à partir du début de l'usage systématique du portable. Dans le premier cas, la période correspondait au forfait, à la période de forfait. On n'était pas sûr si cela correspondait effectivement à l'usage effectif. Dans l'autre cas, c'était un usage systématique depuis 10 ans. Tous les types de cancers et l'utilisation des portables, l'exposition ipsilatérale. Certaines personnes précisaient qu'elles utilisaient leur portable sur une seule oreille. Cet élément s'est avéré assez critique. Avec ce type d'exposition, le risque augmente. C'est le côté qui est plus un risque. Je ne sais pas si ces détails vous intéressent. L'analyse statistique, un statisticien y a participé, biostatisticien, un professeur de l'université de Łódź. Pour respecter la forme, on a inclus également ce volet, mais il faut souligner qu'avec ce statisticien, on voulait rendre l'analyse la plus précise possible. On obtenait des résultats homogéniques et des résultats hétérogéniques. Si c'était hétérogénique, avec un ratio de cotes assez important, on a utilisé deux types, modèles avec des effets permanents, stables, si le P était plus élevé, modèle aléatoire, si le P était mineur. Ça, c'était moins important, seulement pour les statisticiens. Quels étaient les résultats? La comparaison de l'occurrence de tous les types de cancers et l'utilisation des portables, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de croissance notable du risque. En définitive, nous avons mis tous les cancers dans un même sac et tous les types de portables. On n'a pas démontré une interdépendance notable. Les études consacrées à ce sujet ne faisaient pas ressortir ce risque. Il en va de même pour les téléphones analogiques. Le risque a dépassé le nombre 1
mais l'intervalle de confiance, si ce n'est pas 1, la statistique montre que ce n'était pas essentiel. Les gliomes et l'utilisation de tout type de portables, l'augmentation du risque n'a pas été démontrée. Il en va de même pour les méningiomes. Et aussi le nérinome acoustique. Le risque était égal à celui de la population générale. Tous les types de cancers et l'utilisation d'un portable pendant plus de 10 ans. Ici, ce risque est déjà essentiellement plus élevé et augmente d'environ 50% par rapport à la personne qui n'utilise pas un téléphone portable. Ça, c'est le premier résultat notable. Si on prend en compte tous les types de téléphones, et même si cette exposition peu précise, pendant 10 ans, excusez-moi, avant ce n'était pas précis, mais le résultat était essentiel. Ici c'est précis, la durée est précise et les interdépendances entre les téléphones, entre l'utilisation des téléphones et des types différents de cancers est significatif. Ce n'est pas centré sur un type donné, mais on analyse tous les types liés à l'usage de portables et les risques se manifestent. Voici tous les types, le numéro 8, tous les types de portables avec une exposition, l'exposition ipsilatérale, toujours avec la même oreille, on voit que le risque de cancer augmente de 30%. Il faut peut-être souligner ce côté ipsilatéral. Si l'on compare notre résultat avec les résultats antérieurs, la première méta-analyse, 2006, publiée en 2006, la période d'utilisation entre 2 et 5 ans. On n'a pas démontré de liaison avec un cancer. L'étude suivante concernant les utilisateurs de plus de 10 ans, on a démontré une interdépendance ipsilatérale pour la gliome, le néronime acoustique. C'était important. Pour le méningiome, l'interdépendance n'était pas significative. Vous pouvez observer que le temps d'exposition, d'utilisation augmente les risques. Ici, ce n'était que des gliomes, mais l'interdépendance était significative. Ici, tous les types de cancers et l'interdépendance était, elle aussi, importante. Il en va de même pour le néronime acoustique, c'était important, mais uniquement pour l'exposition unilatérale, ipsilatérale. Tous concernaient une période d'utilisation de plus de 10 ans. Certaines études correspondaient aux méta-analyses, mais il en résulte, on a tiré beaucoup de conclusions importantes. Hardel et les autres, les Suédois, je pense qu'ils ont fait le plus de travail. C'était une étude, un groupe interdisciplinaire avec des experts en champs électromagnétiques, cancérologues, experts en santé publique. Cette équipe a produit de nombreuses études significatives. Voici l'utilisation de portables pendant plus de 10 ans et les risques de gliome, ce n'est pas un.
ce n'est pas 30%. C'est déjà presque 3 fois plus par rapport à ceux qui n'utilisent pas leur portable si longtemps. Il faut y ajouter encore une observation. Ils ont démontré, ils étaient les premiers à démontrer que l'utilisation d'un téléphone sans fil impacte la santé. Et le fait que certains auteurs intégraient les utilisateurs de téléphones sans fil dans le groupe pouvait expliquer le manque de différence les deux téléphones émettant un champ. Le téléphone sans fil émet un champ d'une intensité plus faible, mais le risque y est également augmenté. C'est important dans le contexte du message, de notre message, on s'occupe des enfants. L'utilisation de téléphones portables avant 20 ans, le risque d'astrocytome très maligne augmente 5 fois. De 5 fois. C'est vraiment très inquiétant ces résultats. Mais l'utilisation d'un téléphone sans fil impacte également la santé, l'augmentation du risque étant de 4 fois. Il faut également mettre l'accent sur l'ancienneté de l'utilisation d'un portable. Si c'est 10 ans, on voit déjà des conséquences. La même équipe a élaboré une limite 2000 heures, une dose vitale d'heures, une dose pendant toute la vie. Pour les personnes qui l'utilisent si longtemps, de manière si intense par rapport aux personnes avec une dose de 1000 heures, c'était 5 fois pour les téléphones analogiques et presque 4 fois plus grand pour les téléphones numériques. Une autre étude transversale, c'est celle de Morgan, qui a pris en compte les études françaises. Il s'agit du projet Serenade, Courant et ses collaborateurs, publié en 2014. C'était des études 4 mois. Les conséquences, les conclusions étaient très intéressantes. Le risque augmentait considérablement avec l'augmentation du temps d'appel par jour, par mois et par an, nombre d'appels par an et le temps cumulé d'appels. Avec l'augmentation d'une année de l'ancienneté, c'est le risque de gliome qui augmente. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces études? Notre étude et la plupart des autres études, des autres méta-analyses et les études originales de référence et qui servent de base aux méta-analyses et portant sur le développement de cancer suite à l'utilisation de portables démontrent une augmentation notable de cancer chez les personnes qui ont commencé à utiliser régulièrement leur portable avant 20 ans, qui ont une ancienneté notable et qui tiennent leur portable toujours du même côté. Ces conclusions peuvent être une signification, une indication plutôt directe pour nous, pour savoir ce qu'il faut éviter en utilisant nos portables. Monsieur le professeur a évoqué le groupe 2B. Ce sont des facteurs probablement cancérigènes. Aujourd'hui, les savants, les chercheurs proposent d'augmenter les groupes, de requalifier pour l'inclure dans les groupes 2A. De plus en plus d'études démontrent qu'un tel risque augmente.
Voici les recommandations que j'avais proposées avant que je vois que vous avez déjà proposé de telles recommandations vous-même. En cherchant des données sur les cancers infantiles, suite à l'utilisation de portables, certes, l'ancienneté est trop faible chez les enfants pour identifier de liens. Les études rétrospectives y sont très importantes. Les études de cohorte, le suivi de l'intensité de l'utilisation des portables chez les enfants apporteraient des conclusions vraiment intéressantes que l'on pourrait utiliser dans l'éducation, dans la sensibilisation. Il faut commencer par les enfants et par leurs parents. Je tiens à mentionner, à évoquer une publicité dans notre média. Il y avait un bébé et la mère a mis son portable près de sa tête au lieu de lire une histoire, un conte pour ce bébé. Ça, je ne le recommande pas. Merci de votre attention.